Salut la compagnie et bienvenue sur Agritech TV. Alors vous savez que c'est ma seconde chaîne, voilà, j'ai Thierry Agriculteur d'aujourd'hui et puis Agritech TV sur lequel je mets des vidéos plus techniques. Alors lors de salons comme aujourd'hui, j'ai l'occasion d'enregistrer des vidéos. J'en ai fait une partie en formation, mais j'en ai créé aussi pour vous. Et là je les repasse au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à la regarder, vous voyez. Si vous appréciez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit j'aime, ça me fera plaisir. Allez, puis je vous retrouve à la fin de la vidéo pour reparler de la formation machinisme. Alors ici on va étudier un autre type de travail du sol en préparation du semis et je suis avec Damien de chez Duro, bonjour. Bonjour Thierry. Alors est-ce que tu peux m'expliquer déjà le principe du strip till? Alors c'est un nom anglais qui veut dire en fait, donc, le strip till, le concept c'est de ne travailler que la ligne de semis. Donc c'est pour ça que c'est très souvent associé avec les semis de précision, puisque le semoir voilà, est plus adapté à ça. Mais en gros, voilà, le concept c'est de dire on ne travaille que la ligne de semis. Après derrière, on a différentes manières de travailler, différentes machines, mais voilà, le strip till c'est un nom assez global. Donc c'est tailler le sol à un endroit précis pour aller travailler voilà, un minimum et aller mettre la graine au même endroit un peu plus tard, c'est ça? Alors oui. Un peu plus tard ou juste derrière? Alors là, voilà, oui et non, dans le sens où il n'y a pas forcément besoin d'une dent pour que ça s'appelle un strip till. C'est-à-dire qu'il y a des strip till qui sont plutôt à disque, rotatif. Il y a des strip till rotatifs, et après il y a des strip till à dents. Le plus commun, on va dire, c'est le strip till à dents. Parce qu'il permet différents avantages, notamment de rattraper certains défauts de structure parfois, là où le disque n'ira pas assez profondément, ou là où le système rotatif ne permettrait pas justement ce genre de solution. Alors c'est utilisé pour semer tout ce qui a un écartement un peu plus large qu'un semis de blé par exemple. Grosso modo, dès que la culture se sème avec un semoir monograine, il faut considérer qu'on peut utiliser un strip till devant. Donc on va l'utiliser betterave, tournesol, soja, haricots, voilà, tout cela peut être utilisé avec un strip till. Après, ce qui va différer, c'est la manière d'utiliser la machine. Aujourd'hui, un strip till, sur une ferme qui a, on va dire, à l'idéal tout ce genre de culture, ce qui n'existe pas, mais parlons comme ça, on peut quasiment utiliser un strip till tout au long de l'année. D'accord, il n'y a pas une période préférable. Après, ça va dépendre de la culture. Quand même. Oui, il y a des conditions de travail, mais au final on se rend compte que les conditions, c'est plutôt de l'adaptation qui va faire, qu'on va l'utiliser à telle ou telle période. Il y a des cultures, par exemple le colza, on va pas se leurrer, l'utilisation c'est au semis. Voilà, c'est à cette période-là, on ne va pas passer avant, après, on va au plus simple. Mais quand on va par contre utiliser le strip till pour des cultures de printemps, où on va intervenir assez tôt pour le semis, je pense notamment à la betterave, oui. Là, on va adapter l'utilisation de la machine en fonction des conditions pédoclimatiques. C'est-à-dire que si on est sur des sols qui ressuient difficilement au printemps, type sol argileux, comment dire, argile hydromorphe, on va plutôt conseiller de passer sur un passage d'automne et de revenir, de laisser la terre mûrir au printemps et venir semer directement au printemps après. Donc ça veut dire qu'on peut utiliser cet outil-là. Alors il faut, je pense, dans ce cas-là, un système RTK ou de guidage pour arriver dans les mêmes lignes. Sinon on risque de décaler. Voilà. En fait, si on l'utilise en combiné, je dirais le GPS n'est pas forcément une obligation. Quoique, suivant la situation, moi j'ai des clients qui par exemple sèment du maïs dans des prairies qui viennent de détruire chimiquement. Et ben avec la machine, on ne voit pas le passage. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a juste fait un coup de couteau, ce qui fait que c'est très compliqué à se guider. Donc là, le GPS est intéressant. Par contre, à partir du moment où on va l'utiliser de manière séparée ou à des périodes différentes, là, le GPS est quasi indispensable. Ok. Alors, on peut regarder un petit peu plus près différents éléments. J'imagine qu'il existe différentes configurations, mais il y a des choses qui restent à peu près identiques. Alors, disons que le côté identique, c'est le fait de travailler à minima la ligne de semis. Après, d'une machine à une autre, il y aura des grosses différences. Nous, notre strip till, l'idée, c'est qu'on était parti sur un décompacteur miniature. En fait, des strip till, c'est une technique qui vient d'Amérique du Nord. Il y a beaucoup de machines sur le marché qui sont inspirées de ce genre de machines, ce genre de solutions. Nous, on a décidé un peu de l'européaniser, si je puis dire. Donc, on est parti sur une dent de fissurateur. L'idée, c'est de fissurer la ligne de semis et un peu de chaque côté pour que, par exemple, du maïs puisse se développer de la manière la plus propice possible. Par contre, on ne se contente que de remonter de la fraîcheur sur la ligne de semis pour pouvoir semer en même temps. C'est ce qui fait un peu notre particularité chez Duro, c'est de pouvoir associer le semoir directement au strip till. D'accord. Alors après, si on regarde devant,
On a, j'allais dire, des chasses débris, c'est ça? C'est souvent selon les conditions et le type de culture qu'on a précédemment, quoi. Oui, sachant que nous, quasiment toutes les machines, on les vend, je dirais, complètes, c'est-à-dire disque ouvreur. Alors c'est un disque turbo qui a la particularité d'avoir une ondulation qui rentre à la verticale dans le sol, et quand elle ressort à l'horizontale, donc elle éclate quelques centimètres de chaque côté. Les chasses débris qui sont là en gros pour... ils sont pas là pour évacuer tout, ils sont juste là pour écarter un petit peu pour que la dent elle puisse passer derrière. Ouais. L'idée c'est pas de passer dans des cultures en haute végétation, hein. Aucun problème, vous pouvez y aller. Si, ça passe quand même. Ah, ça passe. À la limite, ça passe mieux dans des couverts comme ça, quand c'est attaché au sol, plutôt que, que dans un mulch. Après, moi j'ai des clients qui l'utilisent dans un mulch, ça marche très bien. C'est juste à l'utilisation, il y a des réglages, il y a de la finesse d'utilisation. Ensuite, vous avez la dent qui, elle, en gros, fait le gros du travail. Hein. Mais sans ce qu'il y a devant et ce qu'il y a derrière, ça ne ferait qu'une partie, je dirais. Donc la dent, elle a une forme qui est très progressive. L'idée, c'est de ne pas lisser le fond, c'est de laisser la trace la plus fine possible dans le fond pour justement éviter les problèmes au niveau des racines, notamment les pivots qui viennent se bloquer sur une zone un peu plus dure, quoi. Et ce qui est très important, c'est le rappui. Parce que souvent, avec ce genre de machine-là, on a tendance à créer un creux dans le fond, qui fait que, admettons, on vient semer un colza en très bonne condition, on se prend un orage et la graine de colza, elle tombe 10 cm plus bas. Dans ces cas-là, c'est très problématique. Donc là, le colza à 10 cm, il ne doit pas arriver à lever, je pense. Non, c'est plus compliqué. Donc dans ces cas-là, c'est tout l'intérêt de la chose, c'est qu'en fait, on rassemble la terre sur la ligne et on la rappuie derrière. Ce qui fait qu'on rappuie une butte et on referme les creux en dessous. D'accord. Et après, on a un semoir, j'allais dire, alors plus ou moins classique au niveau... Alors au niveau du semoir, il y a une règle à l'idéal, c'est qu'il faut un élément semeur à double disque. D'accord. Parce qu'on est quand même sur un travail du sol qui est, je dirais, plus grossier qu'une préparation de printemps ou une préparation à la rotative pour un colza. Donc il faut avoir une capacité de pénétration un peu plus importante. Le disque, c'est pas un simple disque de travers, voilà, c'est bien deux disques comme ici où on a un écartement, la graine qui arrive derrière, parce que si on est sur un travail, forcément. Et après, il y a une chose qui est hyper importante, c'est la fermeture du sillon aussi. Donc en strip till, dans la majorité des cas, on va choisir en fonction de la situation les roues de rappui. C'est-à-dire qu'en standard, sur les roues de rappui, on est souvent sur des roues caoutchouc qui font quelques centimètres de large. Le problème, c'est que quand on va arriver sur des terrains un peu plus grossiers, comme derrière un ensilage de cives par exemple, ou derrière un couvert, il faut être plus agressif sur la fermeture du sillon. Donc dans ces cas-là, on met une, voire deux roues, ce qu'on appelle chez nous des roues crête de coque, qui sont des roues en doigt acier, qui sont plus agressives. D'accord. Là, on aura une meilleure fermeture. Voilà. Au niveau des réglages d'un strip till, qu'est-ce qu'il y a comme réglage? J'imagine la profondeur. Ouais. Est-ce qu'on joue sur la vitesse? Alors, je dirais, nous, notre manière d'avoir développé le strip till, on a fait une machine qui est, c'est pas une course de vitesse. C'est-à-dire que nous, on préfère laisser le temps à la dent de soulever la terre, de la fissurer correctement. Et derrière, ce qui nous intéresse derrière, c'est justement de ne pas brasser le terrain. Nous, on ne veut pas mélanger le terrain, on garde les horizons là où ils sont, on remonte de la fraîcheur sur la ligne de semis. C'est le principe de travailler au minimum le sol, pour pas tout démonter à côté, pas gêner les vers de terre. Donc en gros, nous, ce qu'on conseille, c'est que la vitesse de travail du strip till correspond souvent à la vitesse de travail du semoir. Donc ça va de 4 à 8 km/h, suivant les conditions, bien sûr. On ne fait pas une course de vitesse, même si c'est une préparation, j'allais dire, plus précoce, à l'automne, on ne va pas non plus courir, quoi. Non, c'est pas l'objectif. Après, si on va trop vite, on va forcément soulever et puis créer un autre type d'horizon. C'est ça. La dent est un corps étranger dans le sol. Le seul moyen pour la terre de s'évacuer, c'est vers le haut. Donc si vous ne travaillez pas assez profondément ou si vous travaillez trop vite, ça va mélanger le terrain et c'est pas ce qu'on recherche. C'est pas ce qu'on recherche. La difficulté du strip till, j'imagine, c'est aussi d'avoir des conditions de sol qui soient à peu près adéquates, suffisamment ressuyées. Oui. Il ne faut pas y aller n'importe comment, n'importe quand. C'est ça. C'est pour ça que moi, des gens qui s'orientent vers le strip till mais qui ne maîtrisent pas encore le sujet, les mettre en route sur des cultures comme du maïs, du tournesol ou du colza, c'est assez facile parce que les conditions sont souvent régulièrement les mêmes, on va dire ça.
Par contre, dès qu'on va arriver dans des conditions un peu plus poussées, donc sur du strip-till d'automne en objectif betterave sucrière derrière, ou alors dans des terres de marais pour faire du maïs par exemple ou du tournesol, en gros c'est là où on va regarder la finesse d'utilisation du client. C'est là où on va regarder si vraiment il maîtrise. Beaucoup de technicité pour utiliser ce type d'outil, il faut avoir un regard sur les sols qui est... Moi ce que je conseille, c'est que le premier outil qu'on achète avant d'acheter un strip-till, c'est d'acheter une bêche. C'est pas faux. C'est le meilleur outil, c'est déjà celui que devraient avoir tous les agriculteurs. C'est ça. Si l'agriculteur me dit non mais je regarde du coin du champ et puis ça va très bien comme ça, une chance sur deux pour que ça il soit pas satisfait. Ouais, non, mais ça nécessite forcément une réflexion. Après, c'est des outils qui sont pas forcément évidents à manipuler. Certains ont essayé, et après on va pas continuer parce que soit leur type de terre peut-être fonctionnait pas, ou alors leur regard était pas suffisamment fin dessus, quoi. Ouais, oui, pardon, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Alors j'ai en tête notamment en betterave où les gens sont un peu plus craintifs parce que bon, la betterave est quand même assez technique, ou précise, on va dire ça comme ça. Et il y a eu des ratés, on va pas s'en mentir, s'en cacher, pardon. Et en fait, quand je regarde avec du recul, c'est que ce qui se passe surtout, c'est qu'il y a eu des mauvaises utilisations. Il y a eu des choix techniques ou des choix de machines, parce qu'il y a des machines qui sont adaptées à des terrains et pas d'autres, qui font que il y a eu un raté, et derrière la réputation a dépassé la machine, si je puis dire, ou la technique, et c'est vrai que c'est un peu dommage. Maintenant, quand on regarde, je vois, on fait de plus en plus d'essais avec les instituts techniques, avec des agronomes indépendants, avec des industriels aussi, pour justement ramener cette technique-là, parce qu'il y a quand même un paquet d'intérêts, c'est le gain de temps, le gain de main-d'œuvre forcément, le respect des sols, la conservation de l'humidité du terrain. On a eu un très bon exemple l'année dernière avec les colzas, où on avait des colzas qui avaient été semés dans des terrains un peu séchants. À deux feuilles, ils sont crevés puisque ils n'avaient rien. On travaillé le sol, on l'avait asséché. Exactement, tandis que là, on a eu des super colzas qui ont levé. Quand on fait par exemple un strip-till colza derrière un chaume de blé, où volontairement on n'a pas travaillé, on observe alors c'est des observations, mais on observe de l'intérêt par rapport à des problématiques d'altise par exemple, parce que l'altise est gênée, elle ne voit pas bien le colza, donc elle se déplace. Il y a plein de petites choses, il y a de l'intérêt dans tous les domaines économiques, techniques, agronomiques du strip-till. Ok, encore quelque chose à dire. Alors là on a un équipement, j'allais dire prise de force, donc transmission complet, donc on peut avoir le semoir complètement derrière. Ça nécessite, il y a quand même une dent, ça nécessite pas une puissance élevée, si c'est devoir avoir un relevage quand même qui tient la route. Alors nous, ce qu'on conseille, que ce soit une machine portée ou semi-portée, on considère qu'il faut à peu près 20 chevaux par élément. D'accord. Après, quand on est en portée, c'est sûr qu'on va faire attention au tracteur qu'on a devant par rapport au relevage. Parce que là, on décale de 1,80 m derrière. Costaud, quoi. Voilà, donc on oriente aussi les clients dans le choix du semoir derrière. Pour pas qu'il soit trop lourd, aussi simple que ça. Mais après, en demande de traction, encore une fois, comme on cherche juste à fissurer, donc on va pas très vite, donc on n'a pas besoin d'énormément de puissance, ce qui fait qu'on arrive avec des tracteurs avec des gabarits relativement conventionnels ou légers, on arrive à faire à emmener des machines de 6 mètres de large pour justement semer dans des bonnes conditions et optimiser tout ça, quoi. Ok. Eh ben merci. De rien. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez le machinisme, si vous voulez encore en apprendre un peu plus, j'ai créé une formation qui est disponible sur mon site internet. Je vous mets un lien ici autour, vous allez voir dans les commentaires là-haut, et puis sur la vignette de la fin. Pour pouvoir y accéder, vous pouvez aller jeter un œil, voir si ça vous correspond, si ça vous intéresse. Il y a une offre très intéressante là-dessus. Donc n'hésitez pas, profitez-en, elle ne va pas être longtemps en ligne, le temps de passage de ces vidéos ici. Et puis après on se retrouve pour d'autres sujets. Alors si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à aller voir cette formation. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, en tout cas sur AgriTech TV. Allez, ciao.